Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire dédié à tout ce qui touche aux Compensation and Benefits. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Sébastien Caillé, qui est un alumni, donc un ancien du groupe IGS, et qui vient comment je pourrais dire, avec le soutien de Richard, répondre à un certain nombre de questions autour justement de ce vaste sujet des Compensation and Benefits. Moi, je suis directrice de la formation continue au sein du groupe IGS, donc j'ai le plaisir de manager une équipe dédiée à la formation continue, à savoir donc des modules en inter-entreprise lorsque des personnes veulent soit développer leur employabilité, soit travailler à leur reconversion dans les domaines du management et des ressources humaines. Et d'un autre côté, on accompagne également, on a un gros nombre d'entreprises partenaires que l'on accompagne sur des programmes plutôt sur mesure, alors diplômants ou pas, autour du management, de la RH et du commercial relations clients. Voilà, donc le groupe IGS, c'est un grand nombre de diplômes et d'écoles. Nous, on s'est focalisé en formation continue sur, on va dire, le cœur du groupe IGS, à savoir les ressources humaines, le management et le commercial relations clients. On forme à peu près 4000 apprenants par an sur la formation continue et on travaille à développer quand même les compétences en dehors de la formation grâce à des interventions comme on va avoir aujourd'hui avec Sébastien et Richard autour des Compensation and Benefits. Et vous pouvez régulièrement retrouver des webinaires sur les sujets RH ou management qui permettent de vous tenir, voilà, de développer vos compétences ou d'ouvrir vos chakras sur des nouveaux sujets. L'idée vraiment, c'est de pouvoir nourrir notre communauté d'anciens apprenants, d'alumni et de vous donner de cette visibilité sur ce qui se passe sur le marché du travail et des RH. Je prends la parole, Elodie. Parfait, merci Richard. Merci Elodie, merci. Ça fait plusieurs webinaires qu'on fait. En général, on essaye d'avoir un regard un petit peu à la fois informatif et un peu décalé sur la réalité des fonctions ressources humaines dans les entreprises. Donc, pour ma part, je suis Richard Major, je suis enseignant-chercheur, docteur en sciences de gestion et je suis à l'IGS depuis 12 ans. J'enseigne la RH stratégique et internationale, la gestion stratégique de talent, l'intelligence interculturelle, le leadership et la transformation. Donc, c'est pas mal déjà. Et donc, j'ai été DRH dans des grandes multinationales, Hewlett-Packard, Solectron, avec des équipes dans le monde entier, et donc à gérer tout ça. Et ça fait une douzaine d'années que j'ai quitté le monde des multinationales en tant que salarié et que j'ai rejoint le groupe IGS avec grand plaisir. Et donc, on travaille avec Elodie sur effectivement ces webinaires pour pouvoir non seulement vous informer, mais vous apporter des perspectives particulières. Et donc, aujourd'hui, on a Sébastien Caillé. Merci Sébastien d'être avec nous aujourd'hui. Tu es actuellement Group Head of CNB pour le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE. Deuxième acteur bancaire en France, 100 000 collaborateurs, 35 millions de clients dans le monde, des particuliers, des professionnels, des entreprises, des investisseurs et des collectivités locales. Alors Sébastien, il a commencé sa carrière 7 ans dans le conseil en ressources humaines et organisations dans le groupe Hay, que vous connaissez peut-être avec la méthode Hay. Il a ensuite été directeur Comp & Ben pendant 4 ans chez Crédit Agricole CIB, qui est une branche investissement du Crédit Agricole, et puis directeur Comp & Ben chez Atos pendant 5 ans, et depuis 9 ans dans ce rôle Group Head Comp & Ben à BPCE depuis 9 ans. Entre autres, Sébastien est effectivement un alumni de notre programme International HR Management, qui était un MBA international RH qui se faisait sur une année à raison d'une semaine par an et qui, plus ou moins avec le Covid, s'est mis en sommeil. Il faut qu'on le ressorte et qu'on le remette un petit peu en activité. Donc, merci Sébastien, merci beaucoup avec ton agenda vraiment chargé d'être avec nous aujourd'hui. Et merci d'apporter ton témoignage et tes perspectives, effectivement, à nos participants de ce webinaire. La fonction Comp & Ben joue sur plein de registres différents, sur beaucoup de registres, avec des parties prenantes les plus diverses.
les comités de direction, les instances représentatives du personnel, les managers, les collaborateurs, les institutions de contrôle, voire les institutions politiques, les médias. Et donc, on n'a pas nécessairement cette impression de cette diversité et de parties prenantes et d'activités au niveau de la Comp and Ben. Souvent, la Comp and Ben, on se dit, bon, ben, c'est principalement des tableaux de chiffres, un travail quantitatif, de consulter des benchmarks et puis définir quelles sont les stratégies des Comp and Ben à mettre en place. Mais en fait, toi, tu as beaucoup de, je dirais, des qualités de généraliste data fonction. Finalement, tu es à ce niveau-là, en tant que Head of Comp and Ben, tu es extrêmement sollicité et tu as énormément d'interlocuteurs différents. Donc, je voulais commencer avec ma première question, Sébastien. Dans tes premières expériences RH terrain, qui t'ont permis de faire comprendre la complexité et la fonction RH, mais aussi t'ont permis de voir cette espèce de diversité d'interlocuteurs et de parties prenantes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire 2 ou 3 mots? Déjà, tout d'abord, je vais vous remercier, IGS et Richard, pour cette invitation, parce que je suis toujours heureux de partager sur un métier que j'aime beaucoup, qui me passionne. Et donc, j'espère donner envie à d'autres de rejoindre cette fonction, parce qu'elle est riche, comme tu l'as expliqué. Donc, en fait, dans mon parcours, j'ai passé 7 ans dans le conseil, et donc 7 ans chez Groupe, à expliquer aux clients comment on devait travailler en matière de Comp and Ben. Et ensuite, je suis parti dans une banque d'investissement, CACIB, et je pensais que ce serait assez facile. Et en fait, grosse surprise, ça a été très compliqué, puisque je me suis aperçu, et là je m'autoflagelle, que j'avais beaucoup de choses à apprendre en matière de droit du travail, de fiscalité, de compta, pour pouvoir en fait délivrer les projets complètement de bout en bout. Puisque effectivement, un projet ne compte que s'il est bien réalisé, s'il donne des résultats, si ça contribue. Et quand on arrive, quand on vient du conseil et qu'on arrive dans une organisation, on s'aperçoit que au-delà de la belle idée conceptuelle bien définie, simulée, il y a des réalités opérationnelles complexes qui peuvent être des freins ou des opportunités. Donc, la première année chez CACIB, notamment les 6 premiers mois, ont été une phase d'apprentissage, de remise à niveau, et ça a aussi confirmé mon goût pour l'expertise. Donc, c'est vrai que quand on est RH Comp and Ben, on est un peu peut-être différent des autres RH qui adorent le DevRH. Il faut avoir un goût, pour être heureux, il faut avoir un goût pour l'expertise, creuser les choses, comprendre. Donc, on parle de tableau de chiffres, mais c'est qu'un petit bout, en fait, des connaissances à maîtriser. Évidemment, Excel est un outil indispensable, un outil d'efficacité, mais qu'on retrouve dans beaucoup de fonctions, notamment financières. Donc, l'efficacité Excel, la connaissance d'Excel, ça permet de réaliser des choses complexes rapidement et avec fiabilité, mais c'est qu'un petit bout. Il faut comprendre la fisca, la compta, le droit du travail, en fait, comprendre quelles sont les préoccupations et les réalités des parties prenantes de l'organisation dans laquelle on évolue, pour pouvoir répondre de façon intégrée et simple à des dirigeants qui veulent une solution. Et ça a vraiment été passionnant tout au long de se dire vraiment comment faire pour apporter des réponses simples et limpides à des sujets qui sont quand même complexes parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de dimensions. Et tout au long de ma carrière, finalement, les projets se sont complexifiés en rajoutant, au-delà des dimensions techniques, comme tu me dis, des dimensions politiques, que ce soit avec des parties prenantes dirigeants, des parties prenantes politiques, puisque parfois on peut être amené à proposer des évolutions sur des circulaires administratives, échanger avec la direction des relations de sécurité sociale, ce genre de choses. Le supervise dans la banque, on est dans un domaine qui est, c'est bien, extrêmement régulé. Donc, BPCE est une banque dite systémique, donc ça veut dire qu'on est supervisé par la Banque Centrale Européenne. Donc, en fait, on échange avec des superviseurs qui ne sont pas de notre nationalité, donc, qui ont une vision du monde qui est tout à fait légitime et qui peut être un petit peu différente de la nôtre, donc, et qui est celle de fonctionnaires européens qui supervisent le monde bancaire. Donc, il faut bien comprendre les enjeux des uns et des autres
pour pouvoir dialoguer, construire, avancer et faire avancer son entreprise et sa fonction. Et donc ça, c'est, je dirais pas une remise en cause quotidienne, mais enfin, chaque jour, on découvre des nouveaux points, en rajoutant en fait le plus que la réglementation évolue tout le temps. Donc, on a des nouveaux dispositifs qui se mettent en place, par exemple les régimes de retraite à droit acquis. L137-11-2, c'est un nouveau dispositif. Donc, on redistribue les cartes, nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on fait du passé? Quels sont les meilleurs dispositifs pour le futur? Donc, c'est vraiment passionnant pour le métier. Et comme on traite la masse salariale, on est sur des volumes importants. On a toujours des moyens de faire des choses. C'est intéressant de trouver des systèmes astucieux qui optimisent cette ressource rare qu'est la masse salariale et comment faire pour effectivement l'utiliser au mieux afin d'attirer, retenir et motiver les collaborateurs dans les organisations. Donc, au départ, pour reprendre un petit peu ce passage du conseil à la DRH opérationnelle, tu disais, finalement, il y avait des compétences d'expertise qui étaient nécessaires en droit du travail, en législation, en comptabilité, en finance. Donc ça, c'est quelque part le bagage, je dirais, minimum, qui accompagne la fonction Comp & Ben. Voilà, exactement. Et donc, moi, j'ai basculé. Donc, j'ai démarré en 98, 7 ans. Donc, en 2005, j'ai basculé chez CACIB. C'était encore un peu les débuts du Comp & Ben, je dirais. Cette fonction était déjà existante, mais elle n'est pas autant qu'aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont solides. Donc, c'est vrai que je m'aperçois qu'avoir des formations, à refaire, je pense qu'avoir des formations en fiscal, en compta, etc., bien que j'ai fait une école de commerce, bon, j'ai peut-être pas été suffisamment assidu dans ces cours, comme on peut l'être. Enfin, à cette époque, c'était peut-être une époque un peu différente, mais je me suis rendu compte de ces lacunes. Et c'est vrai que si j'ai un point à partager, il y a peut-être des étudiants qui nous entendent, ça vaut le coup d'approfondir ces matières parce que ça permet d'être beaucoup plus pertinent dans la vie professionnelle et c'est vraiment utile. Voilà. On n'en voit pas forcément l'intérêt quand on veut faire moi, je voulais faire de l'ARH, donc je n'avais pas forcément l'intérêt de ces matières-là, mais finalement, je me suis aperçu que j'en avais bien besoin. Voilà. Donc en fait, complexité toujours pareil, la fonction RH, on a une fonction qui est extrêmement variée, qui est relativement complexe, qui doit à la fois intégrer les connaissances dont tu viens de parler au niveau légal, au niveau finance, au niveau compta, fiscalité, les normes, etc. Mais il y a aussi cet aspect relationnel que tu as découvert à CIB, où effectivement, tu avais des interlocuteurs et tu devais apprendre à les gérer, à les gérer un petit peu comme des clients internes. C'est exactement un peu notre lot de RH. Donc, soit on se considère comme étant quelque part un garant des process administratifs, soit en plus on se considère comme quelque part un fournisseur de services internes. Et donc, dans cette notion de service, il y a la relation client. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où la relation a joué un rôle critique ou un rôle très important dans un projet que tu as mené ou dans un événement auquel tu as été confronté? Je dirais qu'on s'aperçoit souvent que, avant de donner l'exemple, on va le faire, mais la fonction RH, parfois, manque un peu de considération d'entreprise. Et donc, c'est vraiment dommage, c'est en train de changer, mais on a besoin d'alliés. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas, il peut y avoir une tendance des fonctions, notamment finance, à dire c'est la faute de la RH, ou les managers disent c'est la faute de la RH parce que c'est facile comme raison. Et donc, le Comp & Ben a une opportunité, c'est de créer des relations avec des directions d'expertise, que sont la finance, puisqu'on échange régulièrement avec eux, des directions juridiques, des directions de la conformité ou des directions des risques. Et ça peut être un levier utile pour justement solidifier les relations favoriser la transversalité, montrer aussi de façon informelle qu'il n'y a pas que l'angle finance sur un sujet, il peut y avoir aussi l'angle people. Maintenant, quand même, l'angle people, c'est vraiment une réalité qui est prise en compte dans les organisations, mais
Quand je suis arrivé chez Atos, c'était en 2012, ouais, 2013. Bon, c'était une organisation qui était très financière, en fait. Et donc, c'est vrai qu'avoir des alliés au sein de la direction financière quand on était RH, c'était utile dans des moments de tension. Voilà. Donc, en fait, c'est pas uniquement la relation client-fournisseur et soigner le client et bâtir des relations de confiance, mais aussi trouver des alliés Voilà. dans les fonctions importantes de l'entreprise pour justement nous appuyer, pour quelque part avoir Voilà. des alliés sur lesquels on puisse s'appuyer. Et donc, ça, pareil, pour donner un exemple concret, dans un programme d'actionnariat salarié, il y a des modalités très spécifiques d'enregistrement de certaines charges que les financiers ne peuvent pas tout connaître, en fait. Et donc, le Componben qui travaille avec des banques d'affaires peut apporter de l'expertise technique sur ces sujets en montrant justement quel est le coût réel. Parce qu'en fait, le Componben aime bien faire des projets avec son salarié, c'est sympa. On veut le faire, on veut que les salariés développent l'affection sociétatis, donc c'est des projets qu'on aime bien vendre. Et pour que ça fonctionne bien, il faut une incitation financière, donc, ou de l'abondement ou de la décote. Et ça, c'est intéressant d'être bien expliqué aux directions financières comment la charge va être supportée, au titre de quel exercice. Et cette expertise, on n'a pas forcément soi, mais on peut la trouver auprès d'une banque d'affaires qui veut en fait développer un partenariat avec telle ou telle entreprise, qui va apporter l'expertise à son Componben, qui peut ensuite la partager avec sa direction financière. Et là, on commence à avoir un cercle vertueux d'échanges où on parle de sujets business, enfin de coûts, de people, enfin, tout fonctionne bien ensemble, de façon harmonieuse. Et le Componben est un peu le chef de projet qui met en relation les différentes parties. Donc, c'est un rôle assez intéressant, en fait, qui ne nécessite pas d'avoir une expertise en soi, mais plutôt le goût d'expertise pour comprendre un nouveau sujet, se dire, tiens, comment ça va intéresser ma partie prenante finance? Quel impact ça va avoir? Comment moi je peux l'utiliser pour vendre mon projet? Pour que ça soit plus entendable par la direction générale qui va avoir le coût, sachant que moi, à la fin, on va mesurer la réussite du projet par un taux de souscription, le nombre de collaborateurs qui participent, etc. Oui. Donc, j'ai besoin d'une incitation financière pour que ça marche bien. Donc, c'est des démarches qui sont assez, qui se font naturellement. Et excuse-moi de te couper, mais quelque part, ça procède aussi de générer sa propre, crédibilité et légitimité de sa fonction, donc fonction RH, plus spécifiquement rémunération et avantages sociaux, avec des partenaires dans l'entreprise. Et cette crédibilité, elle se base quand même au départ sur l'expertise et le goût de l'expertise. C'est-à-dire pouvoir, faire levier sur des ressources externes, comme tu l'as indiqué, une banque d'affaires, etc., pour pouvoir quelque part asseoir sa crédibilité auprès de certaines fonctions internes. Exactement. Et ça peut être, en l'occurrence, par exemple, d'un point de vue normatif, Atos n'avait pas forcément tout compris sur un petit sujet. Donc, c'était l'apport de l'expertise externe de la banque qui maîtrisait, elle, parfaitement, a permis d'avoir un échange positif, apaisé en amont, et donc anticiper des difficultés et obtenir la reconnaissance des personnes de la direction financière qui ont présenté la bonne version, pas la version corrigée. Donc, c'était bien. C'était vraiment, tout le monde était gagnant dans cette histoire, en fait. Et donc là, en fait, on aide en fait une partie prenante, et à un moment ou à un autre, on a un renvoi d'ascenseur. Quand il y a une difficulté qui se passe 3 mois plus tard sur un autre sujet, on aura de l'aide de la part de la direction financière. Donc, on construit des alliances, au sein de l'organisation. Et c'est important, surtout quand les choses se tendent, en fait. Voilà. Et puis, bon, là, on parle d'interlocuteurs, d'alliés, mais tu as aussi, dans toute la variété d'interlocuteurs et de parties prenantes, les instances représentatives, les représentants syndicaux. Et donc là, il y a parfois, là, on rentre un petit peu sur cette notion de clair-obscur, qui est le Exactement. thème. Là, en fait, sur cette notion de clair-obscur qu'on a choisi ensemble, parce qu'on voulait un peu intéresser, on va dire, un auditoire varié. En fait, dans les négociations, pour mon expérience personnelle, j'ai toujours trouvé que le rôle du Componben
pouvait être l'allié du DRH. En fait, dans les films, dans les séries américaines, on a un peu cette idée de good cop, bad cop, le bon flic, le mauvais flic. Et c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même deux rôles un peu différents. Un DRH qui va faire la négociation, qui va savoir être dur par moment pour fermer une négo, fermer des options, détendre, enfin donc gérer sa relation sociale qui est une vraie expertise complexe, qui nécessite de connaître les individus, et avoir à côté un expert technique qui peut clarifier des points, anticiper des questions, préciser. Et donc, dans les sujets sur lesquels moi j'ai été amené à négocier, prenons l'exemple de la complémentaire santé, ça peut être passionnel, la complémentaire santé, en fait, parce que ça touche la santé des enfants. Donc, on peut partir très vite dans des extrêmes et des choses fausses qui peuvent déclencher des passions peuvent être dites. Donc, au moins, et des postures émotionnelles plus que rationnelles. Voilà, exactement. Donc, l'expert technique permet de rassurer, faire repréciser les choses, d'apaiser, également d'organiser une négociation, parce que en fait, c'est des sujets complexes qui ont plusieurs dimensions. Donc, en fait, on a eu dans une entreprise, on voulait mettre en place une complémentaire santé pour un grand nombre d'entités. Donc, passer de complémentaire santé par entreprise à une complémentaire santé sur une vingtaine d'entreprises. Et on nous disait, vous n'allez jamais y arriver, les OS disaient, on va vous attaquer, etc. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que quand on mutualise des régimes, en fait, on mutualise des comptes de résultats qui peut-être certains sont bien gérés, c'est-à-dire que les prestations et les cotisations sont à peu près à l'équilibre, c'est ça que j'appelle bien géré, et d'autres, finalement, on n'a jamais tellement regardé et il y a un excédent qui est important. Donc, quand on fait masse, finalement, on peut viser quelque chose, comme on a beaucoup d'opérations, c'est stable, donc on peut viser 95%, c'est-à-dire des prestations qui sont un peu inférieures aux cotisations, mais pas tant que ça. Ça veut dire, concrètement, là, je savais que j'avais l'opportunité pour des cotisations identiques, voire par endroit un peu inférieur, à l'amélioration des prestations. Tu vois, donc, en gros, la massification te permet de réduire les coûts en conservant... Voilà. Donc, j'avais un terrain... Mais ça demande quoi je veux dire, comment tu t'y prends dans tes négociations avec 3 mois de 20 interlocuteurs différents, quoi. Voilà, donc effectivement, ça nécessite quand on est averse au risque, parce que ComponBen, on est un peu averse au risque, beaucoup de simulations, donc de récolte des données, un travail avec un actuaire spécialisé en complémentaire santé, pour essayer de se dire, OK, je récupère les données des différents régimes, j'ai pas tout, comment je fais quand même pour essayer d'avoir une base de données dans laquelle j'ai confiance. Ça, c'est le travail avec l'actuaire. Ensuite, des simulations sur les prestations, en se disant, bon, OK, j'ai telle caractéristique de population, voilà comment je vais améliorer telle ou telle prestation, voilà combien ça devrait me coûter, et estimer un coût du régime en disant, voilà, ça on pense que ça va passer avec un petit coussin de sécurité. Et donc, comme on avait préparé pendant 3 mois, fait nos travaux en chambre, je dirais, entre ComponBen, DRH, actuaire, à un moment, on savait qu'on avait quelque chose de bien à présenter. Donc là, effectivement, on était un peu dans l'obscure clarté parce qu'on avait nos billes. Comme on avait de l'opposition vis-à-vis des partenaires sociaux, qui étaient très attachés à leur régime parce que c'était un sujet important pour les salariés, un sujet important de négociation, le fait de perdre au niveau individuel ce sujet, la crainte aussi du changement qu'on peut comprendre, voilà, des expériences malheureuses dans le passé d'autres entreprises, parce qu'en plus, on avait une mutuelle d'entreprise qui n'avait pas de salariés, donc on voulait terminer l'activité, en fait. Donc, il y avait beaucoup de sujets qui généraient des craintes et il a fallu vraiment bien séquencer les choses. Ensuite, arriver avec on avait la chance d'avoir des arguments solides. Quand même, quand on dit l'amélioration des prestations et la baisse des cotisations, notamment pour les premiers niveaux de salaire, c'était une proposition à laquelle il est difficile de dire non. Ben oui. Et ça va dans le sens de ce que veulent les représentants. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir aussi un peu un coup d'avance. C'est-à-dire, bon, on va préparer des sacrés arguments. On va dévoiler petit à petit au fur et à mesure de la négociation.
Enfin, du coup, c'était la stratégie qu'on avait. Et nous, on pense que pas de sujet, on va y arriver, en fait. Voilà, mais là-dedans, mis à part la stratégie quelque part en termes de clair-obscur et de qu'est-ce qu'on fait passer à quel moment, il y a aussi quelque part une notion pédagogique, une notion d'éduquer les gens pour qu'ils puissent comprendre comment mécaniquement on peut réussir un tel pari. Donc effectivement, et donc pour ça, c'est passé. Donc on était deux à intervenir, enfin du côté Componben pour les négociations. J'avais mon adjoint et moi, deux avec une expérience, une bonne connaissance technique et la capacité à répondre aux questions de façon précise. Donc au fur et à mesure, enfin on a eu beaucoup de questions auxquelles on a apporté des réponses techniques précises, rassurantes. Donc en fait, ça finit par payer parce que là, pour le coup, quand on a une question précise, on donne une réponse précise. Elle est technique. Hein. Bien sûr. Donc, ça crée de la crédibilité. Ça donne de la crédibilité et ça crée la confiance avec les partenaires sociaux qui savent qu'on leur raconte, enfin, on leur dit les faits tels qu'ils sont, en fait. Donc là, oui, c'est la clarté. Tu vois, c'est l'aspect vraiment clarté. C'est la transparence à ce moment-là, oui. Voilà. Vraiment être clair, ne pas. Parce qu'on est toujours, quand on est direction, soupçonné de cacher des choses. Enfin, c'est le jeu. Il y a toujours un doute sur ce que dit la direction quand on est OS. Mais au bout d'un moment, quand on répond de façon claire à des questions techniques, la confiance se crée quand même entre les êtres qui participent à la négociation. Et quelles sont les compétences pour toi, si on descend au niveau du savoir-faire, quelles sont les compétences qui sont nécessaires dans un processus comme celui-là? Quelles sont ou en tout cas les compétences clés, mis à part la connaissance technique du sujet? Je dirais que c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bateau, mais pas tant que ça, parce que je crois que expliquer les choses clairement et simplement, c'est pas si facile, en fait. Donc, il faut essayer de comprendre déjà l'attente de la personne qui est en face de soi, qui n'est pas forcément formulée directement. Donc, ça peut être un sujet personnel, mais on prend des questions qui sont parfois pas très claires. Donc, il faut bien comprendre la question, pas hésiter à poser des questions complémentaires, essayer d'imaginer les attentes de l'autre qui sont. En fait, on peut être très surpris des attentes des OS. Quand on a travaillé sur ce sujet, on est persuadé que ça fonctionne bien, et finalement, on n'a pas vu tel point. Donc vraiment être en permanence à l'écoute des questions des autres pour essayer d'être sûr qu'on adresse bien à la fois les irritants et des sujets non dits. Tu vois. Moi, par exemple, je me rappelle ce qui m'avait surpris, c'est que j'avais conçu mon système pour, c'était un peu cliché, mais une femme divorcée de 40 ans avec 2 enfants et 35 000 €. Donc je me suis dit, c'est une personne qui est dans la panade, elle a un petit salaire, elle a des enfants à charge, donc il ne faut pas que ça lui coûte cher, cette mutuelle. Et donc, en ayant pensé à ce truc comme ça, en fait, parce qu'à l'époque, on était une entreprise assez sociale, hein, et on s'est dit, moi, ça m'a aidé dans la conception de mon dispositif d'être sûr que ça passait. C'était adapté à ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc, ayant ce modèle-là en tête, c'est vrai que quand j'ai pris cet exemple-là en égo, ça les a surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le Componben d'une BFI emploie cette image-là. Mais c'était ce qu'on avait, et avec la DRH, hein, on avait pensé à cette situation, c'est vraiment important que ça soit une cotisation modeste pour une personne qui peut être juste financièrement, en fait. Oui, et qui a besoin d'une couverture. Une bonne couverture. Voilà. Avec pas de reste à charge, en fait. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça, tu vois. Donc, ce que j'appelle se mettre à la place de l'autre, c'était par exemple cette situation qui est éloignée de mon quotidien à moi. J'ai la chance d'avoir un bon salaire, etc. Donc, vraiment, se mettre dans une situation et se dire, tiens, les OS, qu'est-ce qu'ils veulent défendre c'est pas pour leur couper l'herbe sous le pied, mais c'est pour qu'ils ne nous prennent pas non plus à défaut sur ce sujet-là, sur lequel ils auraient pu légitimement nous prendre à défaut si ça n'avait pas été adapté, en fait. Mais donc, d'accord. Donc là, je vois la préparation, la stratégie de négociation, de savoir
qu'est-ce qu'on va dévoiler à quel moment, de prendre des exemples comme ceux que tu as cités. Et je me dis ensuite, il y a quand même, pour revenir sur la multitude de représentants dans les différentes agences ou les différentes filiales, et qu'il va falloir quelque part mettre d'accord, dont il va falloir avoir l'aval. Tu m'avais parlé de la notion de Golden Bridge Oui. en négociation. Tu veux en dire un petit mot? En fait, alors le Golden Bridge, c'est ce qu'utilisent les négociateurs qui sont dans des conflits, dans des situations de conflit. C'est l'expression qu'ils utilisent pour essayer de faire un pont, tu vois, une proposition, enfin, finalement, il y a des parties qui sont extrêmement éloignées. On se dit que l'accord entre les parties paraît peu probable. Et finalement, à force de chercher, le négociateur arrive à trouver des points sur lesquels on se dit, bah, tiens, peut-être que là, on va réussir à se retrouver, trouver un terrain d'entente. Et petit à petit, on échange et puis on finit par trouver une proposition où finalement, les deux parties ont du mal à dire non, en fait. D'accord. Donc, l'idée, moi, quand j'essaye de construire les négociations, comme je ne suis pas quelqu'un qui, de par nature, est de nature conflictuelle, c'est pas ma nature, j'essaie toujours de trouver une proposition à laquelle on ne peut pas dire non. Donc, un exemple, bon, ce n'est pas anecdotique, mais on avait la volonté de faire évoluer notre plan d'épargne entreprise, donc chez BPCE. Donc, BPCE, c'est une banque qui vend de l'épargne salariale à ses clients et qui, en fait, notamment, est assez bon en ISR, donc tout ce qui est ESG. Et BPCE avait une offre un peu datée, des fonds un peu anciens, pas très performants. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, on sait que quand on ouvre le sujet de la négo PE, évidemment, les partenaires sociaux vont dire relever l'abondement. Je veux dire, je veux bien faire évoluer l'offre financière, mais je veux une contrepartie, relever l'abondement, c'est le jeu. Bah, donc on s'y tient, et si on construisait une offre 100% ESG? Il y a donc 100% ESG, donc orienté... Tu veux précise quand même l'acronyme pour nos auditeurs. Bah, en fait, dans les fonds, on a des fonds qui ont des labels, par exemple ISR, qui est un peu exigeant, ou ESG, en fait, qui sont des fonds qui sont à dominante environnementale, enfin, une petite dominante environnementale, donc ils sont une offre, on va dire, qui va dans l'air du temps, qui adresse des problématiques qui nous touchent tous, les problématiques sociales, les problématiques environnementales. Donc, avec une petite investissement qui n'est pas qu'orienté sur le profit, mais qui est orienté aussi sur des aspects autres, RSE, disons. Et ça, on peut être plus ou moins sensible quand on est côté employeur, mais quand on est côté salarié, c'est difficile de dire non à une offre qui serait 100% ESG. Donc, il faudrait plus éthique, quoi, entre guillemets. Entre guillemets, donc ça, on a proposé, en fait, on a construit avec notre équipe Inter-Épargne, qui est au sein du groupe BPCE, une offre 100% ESG. On voulait que ça soit la vitrine. On voulait que BPCE, qui était un peu une mamie endormie, devienne la vitrine open ben du groupe, que ce soit moderne, en fait. On voulait promouvoir les offres, les belles offres intéressantes pour les clients. Donc, on s'est dit vraiment, il faut que BPCE soit la vitrine. Et on s'est dit, bah, ça va être compliqué pour les partenaires sociaux de dire non à une offre 100% ESG parce que c'est bien pour les collaborateurs, c'est bien pour la société, c'est un truc utile, en fait. Et donc, on s'est dit, le pari, c'était, bah voilà, ça, vous ne pourrez pas dire non, et nous, on n'a pas de budget pour l'abondement, pour relever l'abondement. Donc, il faut que ça passe, ou sinon, on restera avec notre offre un peu datée. Et ça s'est bien passé. Donc, c'était un petit exemple de Golden Bridge, dans lequel on dit, bah, tiens, ce truc-là, on est éloigné au point de départ, parce que vous nous dites, si on touche à l'épargne salariale pour relever l'abondement, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va fédérer, qui va rassembler en tout cas des parties qui sont opposées, parce que ça nous dépasse, tu vois, quelque part. Bien sûr. Bien sûr. Celui-là, c'est une politique qui nous dépasse. Et du coup, parce que, en gros, ce dont tu parles depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de conduite du changement. Hein, oui. Finalement, chaque fois qu'on a en RH et en Compen chaque fois qu'on introduit une nouvelle politique, un nouveau système,
une nouvelle grille de REM, etc. On est en permanence en négociation de changement et de transformation de l'entreprise. Et comment tu identifies les poches ou les individus, les interlocuteurs avec lesquels il va falloir agir de manière particulière? C'est quoi ton approche de ça? Alors, en fait, c'est une bonne question. Je dirais que ça se fait peut-être au fil de l'eau. Si tu veux, il y a toujours la lecture de l'organigramme. Enfin, on va dire, il y a quand même un peu de retour d'expérience. C'est-à-dire que le patron de la consolidation au sein de la direction financière, donc qui suit les enveloppes de variables, enfin les sujets financiers, je sais que moi j'aurais besoin d'échanger avec lui ou elle parce que j'ai des indicateurs de part variable qui sont pour les dirigeants du groupe, qu'on va devoir produire à intervalles réguliers, qu'on peut être amené à les faire bouger. Donc, bien comprendre, et puis on peut réfléchir à de nouveaux indicateurs, donc avoir des bons échanges en montrant qu'on travaille ensemble et pas l'un contre l'autre en disant faut que tu produis ça pour telle date, enfin des choses, on co-construit ensemble, enfin, partager les objectifs. L'idée, c'est de faire en sorte que la direction financière dont j'ai besoin soit associée au projet, qu'elle ne soit pas un fournisseur de données, mais c'est un peu la co-construction, tu vois, qu'elle soit associée, d'accord? Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus facile si on a une vision partagée, que le directeur financier la soutient. Quand on propose quelque chose, on sait qu'on va avoir le soutien d'une direction les plus importantes de l'organisation. Et dans la banque, ça s'étend au risque et à la conformité. C'est-à-dire que quand on propose un sujet, c'est très facile pour les risques et la conformité de le descendre en flèche s'ils n'ont pas été associés en amont en disant ça ne respecte pas telle chose, tel aspect. Donc, on prend du temps pour syndiquer les sujets auprès des différentes directions pour être sûr qu'elles soient associées et que, comme elles sont associées, elles le portent avec nous. Donc, quand on le présente, elles le soutiennent et elles ne le critiquent pas. Hein. Donc, en fait, quelque part, tu identifies les parties prenantes, celles qui doivent être des alliés, celles qui risquent d'être des bloqueurs, et tu prévois, quelque part, tu anticipes et tu agis dans tes différents niveaux de négociation avec les différentes parties prenantes. Voilà, on essaie de leur expliquer l'importance d'un projet, tu vois, donc, en montrant que c'est un projet pour l'entreprise, de les associer. Et c'est jamais facile hein, parce que ça peut être du travail en plus pour des personnes qui sont très chargées. Hein, donc quand on n'a pas d'autorité hiérarchique, il faut convaincre. Hein. Je ne vais pas dire séduire, mais il faut convaincre, montrer l'intérêt. Mais c'est quand même... Donc, avec la Rému, c'est vrai que ça intéresse les gens. Je suis toujours un peu curieux, donc on a quand même un pied dans la porte. C'est sûr. On a toujours un pied dans la porte, ça intéresse. Et puis, les problématiques sont... Quand on discute souvent de performance, tu vois, quand on parle d'indicateurs, les Américains disent « what gets measured gets done ». Donc, c'est vrai que dès qu'on met un KPI, un indicateur de mesure de la performance, c'est étonnant à quel point des situations qui pouvaient paraître bloquées se transforment. Donc, ça s'est vu, par exemple, nous, on a eu des indicateurs sur le pourcentage de femmes dans des fonctions de cadre dirigeant. C'est sûr que la mise en place de l'indicateur se traduit par une progression de cet indicateur. donc c'est très efficace. Voilà, on le sait tous, c'est très efficace. Et donc, c'est important de bien choisir ces indicateurs. Quand on est ComponBed, on peut participer pour proposer des objectifs. Donc, on interroge, en fait. Oui, je l'ai pas dit, c'est un truc que je voulais dire aujourd'hui. Dans la partie passionnante du métier, il y a le fait de définir les objectifs de part variable, donc les dispositifs de rémunération variable. Et ça peut passer par la bonne compréhension de la stratégie de l'entreprise et de ses objectifs. Et qui les connaît mieux, c'est du CDG, du COMEX. Et donc, un truc qui peut être fait, hein, quand ça s'y prête dans des grosses structures, moi je le faisais chez Atos où il y avait 100 000 collaborateurs et des métiers, des objectifs très différents, et des objectifs semestriels. C'est tous les 6 mois interroger les membres du COMEX pour qu'ils m'expliquent leur stratégie et voir quels étaient les 2 ou 3 indicateurs qu'on allait retenir pour le semestre suivant, pas plus, pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Et vraiment, c'était 2 heures d'échange passionnant parce que au début, ils sont peut-être un peu sceptiques sur le fait qu'un RH vienne les voir, mais très rapidement, ils comprennent l'importance du levier. Et donc, en fait, ensuite, c'est eux ils sont tout à fait à l'écoute et on réfléchit ensemble aux bons indicateurs. Et quand on est RH, on n'est pas forcément toujours exposé à la stratégie du groupe et donc participer à ça, travailler sur les leviers, sachant qu'ils sont réellement efficaces. C'est intéressant pour le complément, c'est intéressant pour le RH, c'est intéressant pour l'organisation. En fait. Et puis, tu sais, on dit souvent, oui, il faut parler le langage des managers. Et force est de constater que la RH, on n'est pas toujours très bon parce qu'on ne mesure pas grand-chose. Oui. Et quand je fais mes cours et que je demande quelles sont les mesures de performance de la RH, on me dit l'absentéisme, le turnover, le taux d'accident de travail. Et moi, je dis non. La mesure de la performance de la fonction RH, c'est en combien de temps est-ce qu'on peut recruter quelqu'un, à quel coût, c'est est-ce que les formations qu'on délivre sont réellement pertinentes pour le business. Et donc, avoir en tête une notion de mesure et de quantifier nos actions, en Compen-Ben, c'est facile, tout est quantifié. Mais quelque part, ça participe réellement à la crédibilité de la fonction RH de pouvoir proposer effectivement des indicateurs qui... exemple, tu vois là, le challenge qu'on avait eu, c'était déployer les objectifs des commerciaux avant le 1er septembre. Donc, toi, pour le deuxième semestre, je me rappelle. Et en fait, on avait préparé le coup, on savait qu'on pouvait le faire avant le 15 août. Et avant, c'était donné en novembre. Donc, quasiment à la fin du semestre. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Et bien là, coup d'impact énorme pour la DRH. Et pour la direction, en montrant que au niveau mondial, on était capable de déployer les objectifs rapidement sur une fonction bien spécifique pour laquelle c'était vraiment indispensable. Et donc, en le mesurant, tu vois, on avait préparé un peu anticipé, on savait qui allait faire quoi. Et bien que ça soit le mois d'août, qui était un peu une période pas terrible, hein, si tu veux, pour l'activité, mais en juillet-août, on s'est débrouillé, ça a marché. Et voilà. Donc, alors, le truc, peut-être je voulais dire aussi, tu sais, sur la mesure, en fait, fonction support, non, mais j'ai jamais tellement aimé ce mot, en fait, fonction support. Je trouve pas que la RH soit une fonction support. Voilà. Je trouve que c'est une fonction importante de l'organisation, une fonction clé, ce qu'on veut. Et donc, pour montrer que la fonction RH peut aussi générer du profit, dans l'activité Compen-Ben, on peut générer des économies. Donc, moi, je me suis toujours attaché à essayer de calculer un PNL de mon activité, c'est-à-dire qu'il y a des coûts, mais il y a aussi des économies. Et parce qu'en fait, ça me cassait les pieds de voir que les achats reprenaient les économies qui étaient faites par la RH, et la RH n'en parlait pas. Je trouvais ça c'est un peu trop bête quand même. Hein. Ils mettaient ça à leur compte, alors que tout le travail avait été fait par la RH. Donc, en termes d'économie, ça peut être, c'est pas forcément une réduction des prestations pour les collaborateurs, mais une complémentaire santé bien négociée. Ça peut être quelques millions d'euros d'économie. Une politique voiture renégociée suite à un appel d'offres, ça peut être quelques centaines de millions d'euros d'économie. Mettre en concurrence et tenir de compte en épargne salariale, ça peut être 50 000 ou 100 000 euros d'économie. Donc, quand on met tout bout à bout, ça fait quand même pas mal d'argent. Hein, et donc, c'est intéressant de montrer ce qu'on fait. Ou tu vois, par exemple, quand on modifie une politique qu'il n'y a plus de redressement URSSAF sur telle ou telle chose, c'est des millions d'euros d'économie, donc par des lévitements de coûts. Donc, il faut, je pense, pas hésiter. On ne le fait pas naturellement quand on est RH, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça peut permettre de temps en temps de rappeler l'efficacité de la fonction. Son utilité. Absolument. Et puis ça va la rajouter quand même. Exactement. Ça va la rajouter business, comme on disait, quantifiable. Voilà, parce que tu vois, c'est fonction support égale centre de coût, non, création de valeur et aussi financière. Voilà. Donc, quand on est Compen-Ben, on aime bien les chiffres et on peut aider à donner des arguments et je pense que c'est. Mais tu vois, je trouve évidemment ta fonction, elle aide parce que c'est une fonction dans laquelle il y a beaucoup de finances et d'argent qui est impliqué. Mais ce que j'aime avec ton approche, c'est le fait que ta posture, tu es un manager du business, il se trouve que tu es un RH, il se trouve que tu es un Compen-Ben.
mais quand tu vas discuter avec tes pairs qui sont peut-être des directeurs opérationnels, directeurs de fonction, etc., je pense que tu ne viens pas, comment dire, quémander, faire la quête ou proposer quelque chose timidement. Tu viens en tant que pair, au même niveau. Ah ouais. Et c'est cette posture RH-là qu'on veut développer chez nos étudiants à l'IGS. Tu vois, Voilà. c'est quelque chose de tellement important. J'étais à Lyon la semaine dernière et j'ai demandé une analyse de la posture dans un cas business. Et certains des groupes ont décrit ce que la personne faisait. Mais ce n'est pas ce qu'elle faisait qui déterminait sa posture. C'était comment elle se liait ou comment elle interagissait avec ses interlocuteurs, avec la direction, etc. C'est là que se définit notre posture. Ou en tout cas, c'est là que ça. Et tu vois, moi, plus ça va, plus je trouve que, enfin, en RH, il y a effectivement des vrais managers, tu vois, des acteurs de la transformation qui sont très efficaces. C'est difficile, c'est des sujets qui sont difficiles. Voilà. Et vraiment, je vois autour de moi, notamment dans certains DRH, qui sont vraiment enfin, comme tu l'écris, des managers business, mais Voilà. RH, tu vois, donc, Oui, ils sont oui, en fait. voilà. On parle de Vinny Taillard, tu sais, Employee First, Customer Second. Tu te rappelles de ça? Voilà. Et voilà. Alors, on va arriver au bout de notre webinaire et laisser la place à des questions de nos participants. J'avais quand même une dernière question à te poser. On parle du clair-obscur, on parle de la transparence, de niveau, quelque part, il y a une graduation. Il y a des moments où on peut être totalement transparent, il y a des moments où on ne peut pas, tout simplement, parce que la fonction ne le permet pas. Est-ce que ça t'est arrivé de franchir la ligne blanche? Est-ce que ça t'est arrivé de t'approcher d'une situation où tu aurais pu être à risque, ou est-ce que tu as su quelque part te préserver de ça? Bah, franchir la ligne blanche, non, jamais, je crois pas. Mais par contre, enfin, ce que j'ai sur l'histoire de la ligne blanche, en tant qu'expert, j'ai constaté que certains dirigeants, quand on est expert, on veut toujours garder une certaine zone de sécurité. J'appelle ça le coussin de sécurité, donc contre un aléa. Tu vois, qui n'est Un genre de buffer, quoi, un coussin. Un buffer, un truc qui ne serait pas prévu. Donc, elle est plus ou moins importante selon la nature des personnels, je dirais. Et j'ai trouvé que certains dirigeants challengeaient énormément pour vraiment se faire une idée de où était la limite à ne pas franchir et pour ne pas la dépasser. Et j'ai trouvé ça d'abord un peu déstabilisant quand je l'ai vécu, mais j'ai trouvé intéressant parce qu'on a fait parfois des choses, notamment chez Atos, pris des décisions sur des choses qui n'avaient jamais été faites et qui en fait se sont très bien passées. Donc en fait, il s'agissait d'actionnaires salariés, ajout de pays, tu vois, vraiment très tardivement. Donc c'est un truc très technique. Dit comme ça, on ne voit pas le choc, mais en fait, les cabinets conseils ne l'avaient jamais fait, pensaient que c'était prévu, que ça pouvait poser des problèmes auprès de l'AMF. Mais on a tenté le coup, on l'a fait. C'était bien parce qu'on pouvait couvrir plus de pays. Ça a été un petit peu compliqué techniquement, mais ça n'a pas posé de difficultés. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, je veux dire, où les experts, moins inclus, mais les avocats, les banquiers disent bah non, on l'a jamais fait, c'est risqué, ça ne passera pas. Et finalement, on est challengé un petit peu, on le fait, et parce que c'était utile pour le groupe et pas de sujet. Donc c'est nécessaire d'établir déjà où se trouverait le risque, je veux dire, voilà, à quel point, où est-ce qu'on décide notre trait de ne pas dépasser, et puis ensuite on prévoit d'être en deçà parce qu'effectivement les aléas, les inconnus. Voilà. Très bien. Mais écoute, Sébastien, merci beaucoup. Le temps passe très vite. J'espère qu'on n'a pas trop ennuyé nos interlocuteurs. En tout cas, moi, je suis toujours fasciné de t'entendre témoigner par rapport à ta fonction. Et je vais passer la main. Je ne sais pas si c'est. Je vais reprendre la main, Richard. Merci très bien, beaucoup, parce que moi j'ai retenu aussi la notion d'impact, cette capacité à mesurer le risque, l'impact et du coup la valorisation de la fonction RH. Je trouve ça vraiment très très parlant et les exemples prouvaient tous ces points-là. Dans les questions, il y a une personne qui voulait savoir finalement. En fait, Sébastien, tu as beaucoup parlé de projets que tu as menés, mais concrètement, le quotidien, est-ce que c'est uniquement une somme de projets
la fonction CNB, ou il y a des choses qui sont récurrentes dans ton activité? Comment ça fonctionne au quotidien? Alors, il y a une activité qui est récurrente, on va dire, c'est le cycle de revue des rémunérations. Donc, chaque entreprise revoit annuellement les rémunérations, attribue les éléments de variables, et en amont, participe à des enquêtes de rémunération pour pouvoir un peu calibrer les augmentations, identifier les poches dans lesquelles il y a des tensions. Donc, ça, c'est un cycle annuel qui est récurrent. Et en fait, c'est vrai que je pensais que mon métier serait très répétitif. Parce que cause cette activité qui revient. Et finalement, ça n'est pas tant que ça, parce que si on veut améliorer le process, faire de nouvelles choses, finalement, on est tout le temps en mode projet. Ça revient sur le projet parce que le déroulé, ça se passe relativement bien. Ce n'est pas la partie qui a consommé le plus de temps, parce que les RH vont prendre une partie en charge, etc. Mais on va travailler sur les principes. Est-ce qu'on introduit un nouveau principe? L'outil n'est pas terrible sur certaines fonctions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'outil, pour faire en sorte que ce soit plus efficace pour les managers? Tel truc, on ne le mesurait pas. Il faut par exemple, on ne mesurait pas les conséquences d'augmentation des taux de part variable contractuels, par exemple. Donc, on s'est dit, tiens, c'est un truc qu'il faut qu'on développe pour cette année. Donc, on est dessus. Donc, on a beaucoup d'expressions de besoin. Donc, ce qui fait que finalement, ce n'est pas si répétitif que ça, parce qu'on veut améliorer l'outil, on inclut de nouvelles sociétés qui ont de nouveaux problèmes. Donc, il y a toujours des choses nouvelles qui se passent et qui renouvellent l'activité. Donc, c'est vrai qu'on peut le voir. Il y a une partie qui est quand même assez récurrente, mais prenons l'exemple la négo complémentaire santé. Donc, chaque année, l'assureur veut augmenter les tarifs. Nous, on veut que ça soit le moins possible. Et ben, chaque année, on va débattre avec de nouveaux arguments. Voilà. Donc, même sujet, argumentation un peu différente, situation différente aussi, parce que les années ont toutes été variées. Donc, l'environnement qui est quand même turbulent fait aussi que ça casse la monotonie. Oui, alors ce que tu évoquais en démarrage, tout ce qui est lié aux fiscalités, aux différentes décisions étatiques, ça c'est clair que ça rythme aussi autrement la fonction. Est-ce que l'IA du coup a aussi un impact sur ta fonction? Parce que c'est quelque chose que maintenant on se rend compte que tous les métiers finalement sont concernés par l'arrivée de l'IA. Est-ce que ça facilite ton activité? Alors on démarre sur l'IA, donc en fait c'est un assistant, je dirais. Donc par exemple, on a vu dans Teams, le compte rendu de réunion, les outils pour faire des comptes rendus de réunion, les relevés de décision, c'est très efficace, ça marche bien. Après, pour les décisions d'expertise complexes, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est pas adapté, mais il y a plein de tâches, comme préparer un PowerPoint, par exemple, où quand on comprend, c'est un nouvel outil, je dirais, c'est un peu comme quand on découvre Excel, il y a plein de choses à apprendre pour être efficace. Là, par exemple, on découvre que je prends Copilot, qui est l'IA de Microsoft, celle qu'on vous présente. On commence à comprendre comment construire les prompts, les demandes pour être efficace. On en est au début. Et je pense que ça va dans 2 ou 3 ans, on va tous l'utiliser et gagner en efficacité pour, par exemple, générer une présentation PowerPoint de 10 slides en un quart d'heure. Parce que nous aurait pris une journée, on va le faire en un quart d'heure. Mais ça, c'est sur l'idée de la finesse d'une idée, la stratégie d'une négociation, les éléments qu'on va apporter. C'est pas l'IA qui va les donner, mais ça peut nous aider en juridique, par exemple. Ça va nous aider pour faire des synthèses. Ça va être une vraie aide. Il faut, en fait, c'est apprendre à l'utiliser efficacement. D'accord. C'est intéressant d'échanger entre pairs aussi pour voir ce que sont les uns et les autres. Florian avait une question assez précise sur l'IA, en fait, en disant est-ce qu'elle ne viendra pas objectiver et rationaliser la balance coût-bénéfice au moment de répartir les évolutions salariales par rapport à la performance annuelle des salariés? Donc, être un peu dans le choix aussi, l'arbitrage. Prospective. C'est une bonne idée, effectivement, en disant finalement, il y a plusieurs critères. Parce qu'en fait, quand une décision d'augmentation, c'est le fruit de plusieurs critères. Et donc, peut-être qu'effectivement, avec l'IA, on pourra intégrer et pondérer différents critères qui pourront guider et aider les managers à prendre des décisions. Alors, les outils ne le permettent pas encore aujourd'hui.
Mais c'est vrai que sur du multicritère, ça peut être un guide efficace, pas le seul, parce qu'il peut y avoir d'autres critères qui ne sont pas dans le système qui peuvent impacter, mais c'est tout à fait un bon point. Ouais. Une question aussi autour de justement de toutes les parties prenantes qui sont dans la sphère du CNB. Est-ce que parfois tu n'as pas l'impression d'être à la merci, alors c'est avec des guillemets hein, quand même, des décisions provenant de la DG, du DAF, qui en a beaucoup parlé, hein, c'est plutôt un allié justement dans la mise en œuvre de ta stratégie. Par exemple, dans le cadre de réduction budgétaire, lorsque voilà, le couperet tombe, il faut réduire la masse salariale. Donc, comment est-ce que tu te sens libre dans tes actions par rapport à ça ou au contraire complètement verrouillé par la DG, la DAF? Il y a un truc, c'est qu'on on crédite le component de beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Donc, on pense qu'on peut favoriser les augmentations des uns et des autres, etc. Donc, déjà, ce pouvoir supputé fait qu'on a beaucoup d'amis. Hein. Tout le monde veut être sympa avec nous, beaucoup d'amis. Donc, après, s'il y a effectivement des restrictions drastiques, elles s'imposent à toute l'organisation. Et puis, si vous faites des coupes dans les équipes, ça impacte d'abord les managers. Pas tellement le component aidera à simuler, peut-être trouver des solutions moins dures. Je pense qu'il peut être source d'idées pour réduire les coûts. En trouvant des sources d'optimisation auxquelles n'a pas forcément pensé la direction financière, dans un cas comme ça. Donc, je n'ai pas ce sentiment-là du tout. Je pense qu'on est plutôt en train d'objectiver les choses, de les mettre en perspective. Alors, moi, je suis dans une organisation où on a des managers qui sont humains, qui sont très exigeants, qui ne sont pas des tyrans. Hein, d'accord. Donc, peut-être qu'effectivement, si un manager, il peut y avoir des organisations où les managers sont tyranniques, qui n'écoutent pas. Donc, je ne suis pas dans cette situation-là. Donc, dans les organisations dans lesquelles je suis, on écoute, on peut formuler son avis et être entendu. Donc, je n'ai pas ce sentiment d'être. Au contraire, je pense qu'on est force de proposition, en fait. Voilà. Très clair. Et j'avais une dernière question, mais tu as quand même un petit peu répondu par rapport à ton parcours. Est-ce que pour travailler justement dans une direction CNB, il vaut mieux venir d'une fonction généraliste de la RH ou plutôt de la dimension administration paye? Je pense que tous les profils sont bons. Ce qu'il faut, c'est... je suis toujours dit, c'est rémunération passion. Donc, j'aime ce que je fais. Donc, à partir du moment où on a le goût pour les sujets techniques, le goût pour Excel, c'est une caricature, mais si on n'aime pas Excel, c'est un signe que ce n'est pas une fonction qui est faite pour voilà. Ouais, la manipulation des chiffres aussi, tout ce qui va toucher aimer les chiffres, les simulations, la data, se prendre la tête sur des détails, anticiper. Si on aime ça, bienvenue, quel que soit le profil. Ça peut être un contrôleur de gestion, ça peut être quelqu'un qui vient de la paye, c'est très bien. Ça peut être un RH qui vient de la formation, si c'est gérer des projets. Ça peut être plein de profils. Mais par contre, il faut savoir que c'est un choix. Si on veut progresser, ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, pour en vraiment faire quelque chose, c'est pas 3 ans, c'est plus 4-5 ans. Donc, c'est un choix à faire. En fait, si on veut devenir DRH, chacun son choix dans son parcours, je dirais. Nous, on prend dans l'équipe des personnes qui veulent devenir experts. Voilà. Tu vois, et puis, la Comp & Ben, c'est une niche, voilà. Et c'est une niche sympa pour ceux qui y sont. Oui. Pour ceux qui aiment y être, c'est quand même super sympa. Voilà, c'est une niche sympa. Exactement. Donc, en fait, quand on recrute des profils pour l'équipe, ce qu'on cherche, c'est des gens qui veulent faire ce métier pendant une longue durée, vraiment se développer. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Donc, tous les profils sont les bons. À partir du moment où il y a ce côté problem solving, tu vois, aussi, goût pour l'expertise, problem solving, et pas expert qui se cache derrière son expertise pour bloquer. C'est ça le sujet. Très bien. Voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire, si je ne me trompe pas. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton témoignage. Richard, pour avoir géré ça avec brio sur les questions, échanges, questions-réponses et vraiment d'arriver à aller chercher la substantifique moelle du CNB, en tout cas de ce que Sébastien fait au quotidien. Et puis, on vous dit à très vite pour un prochain numéro.